Je reçois maintenant Tony Havard pour le relevé de compteur. Bonjour Tony. Bonjour, meilleurs vœux à tous. Meilleurs vœux Tony. Dans quelques instants, tu vas recevoir le compteur Patrick Saunier. Mais avant, on va parler d'Histoire d'un soir, qui est organisé par les foyers ruraux du Nord-Pas-de-Calais. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, bien sûr. Donc, Histoire d'un soir, ce sont des scènes ouvertes pour les conteurs. Essentiellement les conteurs amateurs, mais quelques professionnels viennent aussi s'y joindre de temps à autre. Le principe est simple, entre février et juin, il y aura une grosse dizaine de soirées qui vont être organisées. C'est toujours le vendredi soir. Et lors de ces soirées, les spectateurs, moyennement quelque chose qui se boit ou qui se mange, c'est le prix d'entrée, pourront venir écouter 3, 4, 5 ou 6 compteurs par soirée, ça dépend un petit peu des soirées. Et puis c'est une opération régionale, donc on peut trouver des histoires d'un soir pas trop loin de chez soi. Le lieu emblématique de ces histoires d'un soir, c'est le musée de la vie rurale à Steinwerk, puisque là les histoires d'un soir ont lieu une fois par mois, le premier vendredi du mois. Et puis il y a d'autres lieux dans la région, du côté de Bapaume, il y a Frémicourt, Biévillers-les-Bapaumes, il y a Neuberquin, il y a Étaples, il y a Euringhem près de Saint-Omer, et puis sûrement d'autres lieux que j'oublie. Mais c'est vraiment des soirées, on va dire, qui sont marquées par la convivialité la plus grande. Oui, alors ça c'est du 5 février au 17 juin. Alors la première date c'est donc Astenwerk, alors ça s'écrit ST2ENWERCK, donc au musée de la vie rurale, à 20h30. Voilà, et donc il faut s'inscrire. Oui, alors on peut nous contacter à la Fédération des foyers ruraux, au 03 21 54 58 58. On peut s'inscrire en tant que compteur, parce que pour le public, on se pousse toujours en fait. On arrive toujours à trouver de la place pour le public. Donc il suffit d'arriver un petit peu à l'avance, et puis on arrive toujours à trouver de la place, et on se réchauffe en fait ensemble. C'est très très bien dans le temps qui court. Et puis, bientôt, au niveau du conte, toujours, il y a le festival Contes et légendes. Voilà, donc c'est un festival qui a lieu depuis pas mal d'années maintenant, depuis plus de 10 ans, ça doit même peut-être faire une quinzaine d'années, organisé par la ville de Marcq-en-Barœul, qui a comme particularité d'ailleurs de ne pas se tenir uniquement sur Marcq-en-Barœul. Il y a aussi quelques communes autour qui y participent, en tout cas sur l'agglo lilloise, puisque voilà, il y a aussi par exemple la maison Foline Moulin, je pense de tête, qui y participe, ou par exemple la ville de Vambrechy, enfin bon voilà, pour citer des exemples, ou Mont-Saint-Barœul. Et donc là, ça aura lieu du 6 au 21 février à Marcq et aux alentours. Alors il y a un programme très très riche, donc le mieux c'est d'aller se connecter sur le site de la ville. Cela dit, voilà, il y a quelques compteurs vraiment qui valent vraiment le coup, parce que c'est des gens que je connais très bien, dont je connais la qualité du travail, qui y sont. Il y a par exemple, pour citer quelqu'un qui est venu dans cette émission, il y a Elodie Mora, voilà, que vous pourrez retrouver. Aussi Philippe Campiche, qui est un conteur suisse, voilà, qui est remarquable. Ahmed Bouzine, voilà, dans une autre ambiance. Pierre Delis, qui est aussi un conteur ici, qu'on aura peut-être l'occasion d'avoir en interview ici d'ici la fin de l'année. Et puis, moi, mon petit coup de cœur, c'est la formidable, sublime Jeanne Ferron, qui est un spectacle à elle toute seule. C'est une formidable conteuse, clown, tout ce qu'on veut. C'est aussi une comédienne qu'on a pu voir dans quelques films. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller la voir. C'est pour les enfants ce qu'elle va faire, mais moi en tant que grand, j'y prends du plaisir autant qu'un enfant. Ok. Et personnellement, toi, Tony, tu as des spectacles à annoncer ? Des spectacles à annoncer, oui. Enfin, je suis à la fin du mois en région parisienne, donc ça va peut-être faire un petit peu loin pour venir me voir. Au mois de février, il y a pas mal de spectacles dans les écoles. Par contre, il y a une séance de tête qui doit être le 12 février. Ça doit être pour la Saint-Valentin d'ailleurs, parce que je vais raconter des histoires d'amour avec un pianiste. On va raconter des histoires. Ça s'appelle
s'appelle Amour fantôme et ça va être à Saint-Paul-sur-Mer. Donc c'est un programme qui navigue entre contes contemporains et puis des petits airs de jazz. Il y aura quelques chansons aussi, voilà. Donc ça va être un programme pour les amoureux qui aiment aussi les histoires parfois un peu noires malgré tout. Voilà. Donc ça va pas être complètement à l'eau de rose, je pense. Ok. Alors, pour retrouver tout ça, tout ton actu, c'est sur ton site, Anthony. Ouais. Alors, je sais plus, je l'ai plus de tête, mais. Moi non plus, en fait. Alors, tu on peut le vois. retrouver sur les moteurs de recherche, Tony Tony Havard, Havard, avec voilà. un T au bout. Et voilà. Et on retrouve toutes les infos. Sinon, aussi sur le site du collectif L'Ours Affable. Voilà. Dans quelques instants, tu vas recevoir Patrick Saulnier. On attend Patrick Saulnier. Oui, Il va on arriver attend dans Patrick. quelques En instants. attendant qu'il s'installe, je vais vous raconter une toute petite histoire, parce que voilà, pour tout vous dire, voilà, il gèle quand même un petit peu dehors. Et puis Patrick, il vient de loin, il va nous expliquer. Il vient de plus loin que le blues d'ailleurs. Oui. Et c'est pour vous dire d'ailleurs une histoire de retard, parce que justement, il y a un personnage célèbre dans les histoires qui s'appelle Nasreddin Hodja, et Nasreddin, il y a un truc, c'est qu'il aimait pas travailler et surtout il aimait pas se lever tôt pour aller travailler. Eh ben oui, ça se comprend, moi non plus. Son voisin lui a dit un jour, écoute Nasreddin, tu sais que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tu vois mon voisin, l'autre voisin à côté là-bas. Un jour, c'est lui qui se lève le plus tôt dans le village. C'est sûr. Un jour sur le chemin, il faisait tout noir, il a trouvé une bourse, un portefeuille avec des billets dedans. Tu vois que se lever tôt, ça sert quand même à quelque chose. Et Nasreddin, il a réfléchi et il a dit, ouais mais attends, celui qui a perdu le portefeuille, c'est quelqu'un qui s'est levé encore plus tôt. Donc tu vois que ça sert à rien de se lever tôt. Voilà, c'était juste pour introduire Patrick qui va pouvoir rentrer. Il peut frapper à la porte. Vous voyez, on est en plein direct, c'est génial. Donc j'en profite pour vous redire meilleurs vœux à tous et pour vous annoncer mon premier dicton de l'année. Quand pour Charlie chante Johnny, le lundi trépasse Bowie. Eh oui, tel sera mon premier dicton de l'année. Et quant à mon invité du jour, il est là, devant moi, en direct, dans ce studio. Je parle extrêmement lentement pour qu'il puisse se dévêtir, mettre son casque sur ses oreilles. Et il faut dire qu'il nous vient de Nabringan. Et lui, il ne s'appelle pas Michel, il est donc en parfaite santé. Il est là devant moi. Comme à l'accoutumée, je vais lui proposer de nous raconter une petite histoire en guise de présentation. Cela vaut mieux qu'un long discours. Alors, merci d'arrêter de chercher Nabringan sur la carte de la région, parce que voilà, tout de suite là, sinon vous allez manquer le début de l'histoire. Ouais, je dis que Nabringan se situe donc dans le Boulonnais, entre Boulogne et Saint-Omer, pour aller très vite. Voilà, ça c'est fait. Donc, bonjour Patrick. Oui, prends le temps de respirer. Oui, ça va. Et puis, le mieux c'est que tu te présentes avec l'histoire qui te plaira. C'est à toi. L'histoire qui me plaira, en fait, ça commence par « Il était une fois ». En général, les histoires, ça commence toujours par « Il était une fois ». Et là, c'est « Il était une fois une princesse ». Une histoire de princesse. Donc, il était une fois une princesse. Une princesse qui, comme toutes les princesses, était une jolie princesse, avec des beaux cheveux longs, des beaux yeux bleus. Une belle princesse, quoi. Mais une princesse qui s'ennuyait un peu, parce qu'elle attendait son prince charmant, qui venait toujours pas. Ça faisait des années qu'elle attendait. Elle disait, oui, c'est pas comme l'autre, là, la Cendrillon, là, avec sa chaussure. On peut pas toujours avoir les parents qu'il faut. Puis l'autre, là, la belle au bois dormant, dormir pendant 100 ans, je vais pas faire ça quand même pendant 100 ans. Elle se lamentait un peu, elle avait beau chanter un jour mon prince viendra, mais il venait toujours pas son prince. Alors elle se lamentait, et passait son temps à courir les rues, les forêts, les bois. D'ailleurs un jour elle était dans une forêt en train de se promener, de se dire que peut-être un prince viendrait la voir, quand elle a entendu une petite voix comme ça, psst, psst, hé, mademoiselle. Elle s'arrête, elle regarde partout, elle voit rien. Psst, psst, hé, mademoiselle, là, juste en bas. Et là, elle regarde à ses pieds, et qu'est-ce qu'elle voit? Un crapaud
de chez Crapaud. Un beau crapaud tout vert, bien pustuleux, des yeux globuleux avec une belle bave de crapaud. Mais un crapaud qui parlait. Et Crapaud qui lui dit comme ça: « Hé, mademoiselle, autrefois j'étais un prince charmant. Et puis une sorcière m'a envoûté, m'a ensorcelé. Et je suis devenu un gros crapaud tout vert. Mais si je rencontre une belle princesse, comme vous par exemple, eh ben, un petit bisou et je redeviendrai un prince charmant. » La princesse, elle le regarde. Et puis elle se dit que peut-être qu'il y a une opportunité qui s'ouvre devant elle et puis peut-être que ça peut marcher après tout. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, juste un petit bisou. Un petit bisou et tout ira bien. Ouais, mais tu sais, t'es quand même un crapaud. Hein. C'est un peu... Ben oui, mais c'est un petit bisou ou rien, hein, sinon... Alors la princesse, parce que... elle commence à en avoir marre d'attendre. Elle prend le crapaud dans sa main et puis... quand même, faut... Elle dépose sur la bouche du crapaud baveux un petit bisou. Ça, c'était très rapide. Hein. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. Des brumes enchanteresses. Shazam! Puis une fois que tout est dissipé, là, au bord du chemin, on voit un crapaud et une petite grenouille. Et la petite grenouille princesse qui dit alors quoi on fait? On fait quoi là? On fait quoi là? Oh, puis le crapaud qui lui répond: tu sais, hein, ça marche pas à tous les coups. Voilà. Merci Patrick. Écoute, on va faire quelques questions. Oui. Et puis, si tu veux, on pourra peut-être raconter encore une petite histoire si on a le temps. On a un petit peu de temps entre nous deux. Alors, Patrick, tu es connu aussi sous le nom de scène du Marchand de sel. Marchand de sel, oui. D'où vient ce nom? Écoute, moi, mon nom de famille, c'est Saulnier. Hein. Et souvent, on a tendance à dire que le marchand de sable, c'est pour raconter des histoires, pour endormir les enfants. Mais moi, je trouve que les histoires, ça doit plutôt nous réveiller. Alors, je me suis dit, tiens, si je m'appelle plutôt le marchand de sel, comme pour mettre un petit peu de sel dans les histoires et pour réveiller le goût de cette vie un petit peu fade qui nous entoure, je me suis dit, tiens, marchand de sel, ouais, c'est pas mal. Puis, marchand de sel pour un saunier, ça convenait bien. Le sel, ça se met aussi sur les plaies, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais bon, de temps en temps, il faut aussi réveiller les plaies. Il n'y a pas de raison. Et quelle a été la première histoire qui t'a marqué en tant qu'auditeur, simplement, quand tu étais enfant ou plus vieux d'ailleurs, peut-être? Ah, alors là, c'est la sorcière Carabosse, la fée Carabosse. C'était... en fait, j'écoutais ça sur un disque, sur un 33 tours. Une histoire de sorcières qui s'endormaient, enfin de fées qui s'endormaient, et puis qui se piquaient au bout d'un espèce de rouet, et puis qui dormaient 100 ans. Bon, on connaît cette histoire. Hein. Alors ça, j'écoutais ça en boucle sur mon 33 tours, et puis je crois que c'est cette histoire-là qui m'a vraiment... qui m'a marqué. Hein. Puis j'aimais bien ce nom, celle qui jetait un sort, elle s'appelait la sorcière Carabosse. Moi, je trouvais que c'était joli comme nom, Carabosse. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de raconter à ton tour? Quel a été le déclic? Est-ce que ça a été l'écoute d'un autre conteur ou quelque chose d'autre ou... En fait, je me suis... Ça a commencé par une sorcière qui était dans un bocal, style pot de yaourt, que m'a offert ma sœur. Elle m'a offert, c'est un joli cadeau. Hein. C'était une sorcière en cire avec un petit chapeau noir et tout ça. Puis elle était enfermée dans un bocal en verre. Et ma sœur, quand elle m'a offert ça, je dis tiens, j'aimais bien cette sorcière, c'était mignon, c'était comme tout. Puis je me suis dit mais comment elle est rentrée dans ce bocal? C'était la question que je me posais. Et puis à partir de tout ça, je me suis dit, tiens, si je racontais l'histoire de cette sorcière. J'avais envie de raconter l'histoire de cette sorcière. Et mon premier public, en fait, c'était mes garçons. Alors j'ai inventé une histoire de cette sorcière qui était dans le bocal. J'ai pris une boîte à chaussures, j'ai construit une espèce de dragon en carton, des petits lutins, j'ai mis ma sorcière, et puis j'avais envie de raconter à mes garçons cette histoire de sorcière. Et puis en fait ça a commencé comme ça, tout simplement à cause d'un petit bocal en verre dans lequel il y avait une sorcière.
Ah oui, comme quoi les cadeaux. Ouais. Si tu avais offert un four à micro-ondes ou autre chose, ce serait peut-être Je serais peut-être devenu un grand, ouais, je sais pas, cuisinier ou autre, je sais pas. Mais oui, comme quoi, le destin. Et ta première fois sur scène devant, j'allais dire un public autre que familial, est-ce que tu t'en souviens et quel était ton état d'esprit? J'étais pas très à l'aise. Je m'en souviens. En fait, c'était plutôt devant ma famille, mais bon, famille réunie et puis les gens du village. Alors en fait, on avait fait une espèce de fête musicale et on invitait des copains conteurs et puis des copines conteuses. Et puis là, je me suis dit bon, moi j'essaierais bien aussi moi de raconter une histoire. J'avais l'idée de raconter l'histoire de cet arbre que le garçon vient visiter, et puis qui à chaque fois demande quelque chose à l'arbre. C'est d'abord les fruits, puis après c'est les branches, puis après c'est les planches, et puis après il reste plus rien, sinon qu'un tronc. Et puis quand le petit garçon revient, il est un peu vieilli, et puis il finit par s'asseoir sur le tronc. J'avais envie de raconter cette histoire-là. Et puis donc il y avait les gens du village, il y avait toute ma famille qui était là aussi, et les gens du village, je peux vous dire que j'en menais pas large, parce que j'avais peur de me tromper, j'avais peur de bafouiller, j'avais peur qu'on trouve mon histoire ridicule et tout ça. Mais en fait, ça s'est très très bien passé parce que dès que j'ai commencé à raconter, disons que le trac est parti et puis voilà, c'était fini. On peut révéler aux auditeurs que tu es moitié nordiste, moitié breton. Ah oui. Encore que nantais. Est-ce que Nantes est en Bretagne, je crois. Donc alors là, c'est la question, mais c'est pas le débat d'aujourd'hui. On va peut-être éviter ce débat. Alors comment ces deux racines-là, ces deux cultures-là, se retrouvent-elles dans tes histoires? Est-ce que tu te considères comme un conteur régional? Et si oui, de quelle région? C'est difficile pour moi. Je suis plutôt un conteur, on va dire universel. C'est bien ça, universel. Mais c'est vrai que ces deux cultures, elles s'entrechoquent, et puis mais parfois elles s'appuient. Mais c'est plus que deux cultures, c'est ce qui m'a construit, c'est ce qui m'a fabriqué, quoi. Une petite anecdote comme ça, le vendredi soir, on avait un repas à la maison, le repas traditionnel en Bretagne. Galette de blé noir avec une saucisse ou un œuf et puis du jambon. Galette de blé noir. Et juste après, c'était les galettes à la bière, les crêpes à la bière avec de la cassonade. Donc voilà, le vendredi soir, on était bien calé, on pouvait dormir avec tout ça. Et puis, ça avait aussi son petit avantage parce que en Bretagne, dans le petit village où j'habitais, à côté de Vezin-le-Coquet, l'Ermitage, à l'école, en fait, j'étais le seul garçon à savoir ce que c'était qu'une wassingue. Et en Bretagne, c'est important de savoir ce que c'est qu'une wassingue. Parce que les autres, ils vous regardent avec des yeux, mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? C'est des drôles de noms qu'il utilise. J'étais le seul à savoir ce que c'était qu'une wassingue. Comment tu choisis les histoires que tu racontes? Comment tu te dis, tiens, cette histoire-là, je vais la raconter. Comment tu les trouves? Est-ce qu'aussi il t'arrive de créer des histoires, des histoires de ton cru, des nouvelles histoires? C'est un mélange des deux. C'est vrai que j'écris des histoires, mais je me rends compte que d'une certaine façon, elle a déjà été écrite quelque part, ou je l'ai déjà entendue quelque part. Et je me nourris vraiment de ce que j'entends, de ce que je vois, de ce que je suis. Mais j'ai déjà oublié la question, là. C'était comment tu choisissais tes histoires, comment s'effectue le choix, comment l'histoire te fait de l'œil, comment tu réagis? En fait, l'histoire, souvent, d'abord, faut qu'elle me plaise. Et puis, ça fait un petit quelque chose en moi, ça résonne, ça parle peut-être aussi de mes préoccupations du moment. Je crois que faut que l'histoire, elle me plaise. Et puis, j'aime bien aussi quand elle fait un peu référence à la musique, parce que la parole c'est la musique c'est la parole. Puis j'aime bien que cette histoire-là, elle résonne en moi comme si c'était une chanson, comme si c'était une musique. Voilà. Tu es aussi musicien d'ailleurs, quelle magnifique transition. Oui. Et tu joues dans une formation de musique traditionnelle, je pense. Tu peux peut-être nous en parler. En fait, je jouais, parce que là, c'est vrai que la Ménie Nostrée n'existe plus, mais bon, ça m'a aidé et ça m'aide toujours. Oui, c'est vrai que je suis musicien, mais en fait, je suis un musicien un peu, je vais dire autodidacte, c'est pas si on peut dire ça pour la musique. Tu mets une partition devant moi, je suis incapable de la lire. Je sais pas, je vois des trucs, c'est bien, ça monte, ça descend, je vois vaguement le dessin rythmique,
Mais bon, je suis plutôt un musicien d'oreille. Donc je retiens mes mélodies et tout ça, mais en jouant d'oreille, en fait. Et ce que j'aime bien aussi dans les instruments, j'ai quand même une petite préférence pour les instruments, disons, anciens, enfin les vieux trucs, quoi. Les vieux trucs parce que, parce que j'aime bien un instrument pour sa beauté. Bon, c'est vrai que les instruments d'aujourd'hui, je les trouve un peu froids, un peu bizarres. Bon, puis à part la guitare, la batterie, et puis la guitare et la batterie, la guitare et les claviers, pas grand-chose. Par contre, un petit chromorne, je trouve que ça a de la gueule. Quelles sont justement en matière musicale, parce que tu disais que la musicalité avait une importance aussi dans les mots, dans les histoires. Quelles sont un peu tes références musicales? Est-ce qu'il y a des influences musicales qui transparaissent dans ce que tu racontes? Surtout la musique traditionnelle, la musique qui se collecte, un petit peu comme les histoires d'ailleurs. Et puis les musiques et les chansons où il y a une histoire dedans, où il y a une sorte de complainte ou ou même de contes. Parfois, ce sont les chansons, certaines complaintes, ce sont véritablement de contes, des histoires avec un début, un milieu, une fin. C'est parfois d'ailleurs très très tragique, mais c'est pas que tragique. Mais ce que j'aime bien dans cette musique-là, dans la musique traditionnelle, c'est ce qu'elle véhicule, des idées, peut-être un peu passéistes, mais il y a des idées quand même, des notions de solidarité, d'amour déçu et tout ça. Moi, j'aime bien toutes ces musiques-là. Bon, attention, j'aime bien aussi la musique, dite moderne, hein. Moi, je suis un grand fan des Pink Floyd, hein, par exemple. Parce que je trouve que cette musique-là, elle vous emmène, même sans produits un petit peu spéciaux, hein, elle nous emmène dans d'autres mondes. Et ça, j'aime bien quand la musique m'emmène dans d'autres mondes. Bon, alors justement, je te propose, encore une transition magnifique, je te propose de nous emmener dans un autre monde. Si tu te sens là, je te propose de raconter peut-être une deuxième histoire. Si ça te dit. Une deuxième. Allez, dis donc, si on chôme pas, hein, à peine arrivé, ça y est, ça. Une deuxième histoire. Ça commence avec une grenouille, encore une grenouille. Ça commence par une grenouille qui est au bord d'un puits, sur la margelle d'un puits. Et puis, elle regarde le fond et, qu'est-ce qu'elle est belle, l'autre grenouille là-bas dans le fond. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, elle est mignonne comme tout. Puis quand je tourne la tête d'un côté, en fait, je tourne la tête de l'autre côté. Puis quand je tourne la tête de l'autre côté, c'est pareil. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne, elle est mignonne. La grenouille d'en haut, elle est tombée amoureuse de la grenouille du fond. Elle se penche tellement que ce qui devait arriver arriva. Et plouf, la voilà qui tombe au beau milieu du puits et qui est en train de surnager, puis d'essayer de trouver l'autre, et puis l'autre, elle a disparu. Faire du bruitage. Houston, ici, Apollo 13. Nous avons un petit problème en orbite autour de la Terre. Un petit problème. Allô, Houston, oui, ici, vous avez un petit problème, vous pouvez définir petit problème. Sur notre hublot, satellite avant, une grosse tache verte. Envoyons cliché pour expertise. La grenouille du fond, elle surnage. L'autre a disparu. Oh, mince alors. Soudain, il y a une autre grenouille qui vient. Elle se pose sur le bord de la margelle et puis elle regarde dans le fond. Qu'est-ce que tu fais là? Il y avait une autre grenouille dans le fond. Je me suis penché et puis plouf, me voilà. Elle est où ton autre grenouille? Je sais pas, elle a disparu complètement. C'est malin, ça. C'est malin qu'elle lui dit l'autre. Comment tu vas faire maintenant pour sortir? Je sais pas, tu pourrais pas m'aider? Débrouille-toi, je sais pas, t'as qu'à sauter. Non, je peux pas sauter, j'ai pas patte. Je sais pas, moi, débrouille-toi, t'as qu'à faire quelque chose. Je sais pas, t'as qu'à boire toute l'eau. Et quand il n'y aura plus d'eau, t'auras pied, puis t'auras patte, et puis tu pourras sauter. Aussitôt dit, aussitôt fait. La grenouille du fond, elle commence à boire toute l'eau du puits.
Oh, Houston, est-ce que vous avez réussi? Est-ce que vous avez réussi à analyser les clichés? Cette grosse tache verte sur le bleu de notre capsule. Qu'est-ce que c'est? Nous faisons encore quelques analyses difficiles de deviner ce que ça peut être. Mais je pense que nous sommes en présence d'un extraterrestre. Peut-être nous envoyons de plus en plus de tests pour vérifier cette pousseron. Quand l'autre, elle a bu toute l'eau du puits, elle a patte. Elle a du coup, elle peut sauter. Sauf que non, elle peut pas sauter. Elle est coincée. Trop grosse. Elle peut plus bouger une seule patte. Ah bah c'est malin. Maintenant comment je fais pour sortir de là? Oh bah l'autre qui lui dit comme ça, t'as qu'à évacuer. Évacue. Ah oui, ça c'est une idée. Et c'est ce que fait la grenouille. Elle évacue par les voies naturelles toute l'eau qu'elle a bu. Mais ça fait comme un piston. Ça fait comme une balle dans un canon. Et là voilà partie à traverser la ionosphère, la stratosphère, je vais le dire à ma mère. Et là, juste à ce moment-là, il y a Apollo 13 qui passe, la grenouille et paf! Houston, nous avons des réponses pour cette tache verte sur le bleu. Il semblerait que ce soit un martien. Vous êtes entré en collision avec un martien. Alors, si vous voulez des réponses scientifiques, bon, vous vous adressez aux scientifiques. Mais si vous voulez des réponses un peu plus fantasques et poétiques, vous n'avez qu'à demander au conteur. En tout cas, ma grenouille a décollé et mon histoire est terminée. Merci Patrick. Merci pour cette histoire de grenouille. Tu as été enseignant. Oui. Jusqu'à il n'y a pas longtemps. Oui. Quelle place tenait l'oralité, le conte dans ta pratique d'enseignant? Ah là là, ça c'est une histoire aussi. Enseignant, au début j'étais enseignant, mais ce qu'on appelle j'étais un titulaire mobile, c'est-à-dire que je remplaçais à droite, à gauche. Ah, comme Gérard Klein. Ouais, ouais, c'était, ouais, c'est l'instit. Mais bon, mon rapport avec Gérard Klein s'arrête là. Mais c'est vrai que quand on remplace comme ça, on n'a pas beaucoup de temps. Souvent, c'est des remplacements très courts. Et il faut vraiment, je vais pas dire amadouer, mais c'est vrai que c'est quand même une meute d'enfants. C'est quand même pas facile à gérer. Et moi, la meilleure façon que j'avais pour amadouer tout ce petit monde-là, c'est que quand j'arrivais sur un remplacement, je commençais toujours par raconter une histoire. Une histoire dans laquelle je jouais aussi de la musique. Donc c'était vraiment l'histoire, la musique. Et alors là, je les avais dans ma poche jusqu'à la fin de la semaine. Et mon inspecteur, à cette époque-là, avait mis en place une circonscription, une médiathèque de circonscription. Et puis, il savait, parce qu'il était venu m'inspecter plusieurs fois, la passion que pour moi qui était le conte. Et il m'a proposé, pendant un certain temps, de faire partie de cette médiathèque de circonscription et de ne faire que ça. C'est-à-dire raconter des histoires. Bon, il y avait quand même une intention, entre guillemets, pédagogique. Il fallait que les enfants soient créateurs et puissent être, voilà. Alors moi, je lui ai proposé, c'était un deal comme ça entre nous deux. J'ai dit, monsieur l'inspecteur, ce que je vous propose, c'est que je vais dans les écoles régulièrement le matin, le midi, le soir. Je raconte des histoires aux enfants. Puis quand ils seront bien imprégnés, bien plongés là dans tout ça, on passera à la phase de création. Donc pendant 3 ans. Mon travail, c'était en fait, j'étais compteur fonctionnaire de l'éducation nationale. Beau métier. Ah ouais. Je crois aussi que on va aborder un peu maintenant tes spectacles. Tu racontes en duo avec un autre conteur de la région qui s'appelle Jean-Yves Vincent. Ah oui. Jean-Yves. Est-ce que tu peux nous dire comment est né ce duo et puis en quoi raconter en duo, ça change de raconter tout seul? Ça permet, par exemple, de quand on est sur un travail de conte tous les deux, de pouvoir se libérer puis de venir dans une radio pour raconter son parcours. Parce que, par exemple, là, ce matin, on était on intervient dans une école tous les deux, donc, d'être à deux, ça permet parfois de pouvoir d'avoir le don d'ubiquité, d'être à deux endroits différents. Jean-Yves, il avait cette envie aussi, lui, de raconter depuis fort, fort bien longtemps.
Et puis, mais bon, il savait pas trop comment s'y prendre. Et puis, ça lui semblait un milieu très 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 fermé. Et puis, il est venu me voir une fois raconter, je sais plus où exactement. Et puis, il m'a laissé sa petite carte en disant, on pourrait se rencontrer. Puis vous pourriez me parler un petit peu de votre métier de conteur, comment ça se passe et tout ça. Bon, c'est vrai que le conteur, c'est quand même, ou la conteuse, c'est quand même un être très très fermé, très voilà, il est tout seul dans son coin, il parle pas beaucoup, enfin, sauf dans les rares émissions locales parfois où il peut s'exprimer. Bon, c'est quand même quelqu'un de très solitaire. Et puis, mais moi, je suis pas trop comme ça. Jean-Yves, sa démarche, elle me semblait tout à fait légitime. Et puis moi, j'avais envie de parler aussi de ce que je faisais. Pourquoi pas? Je faisais rien de mal, hein. Je faisais rien de mal. Donc on s'est rencontrés, on a discuté un petit peu ensemble. Et puis l'idée de raconter tous les deux est venue assez vite. Bon, Jean-Yves, c'est quand même quelqu'un qui a une richesse. Enfin, c'est quelqu'un qui est vraiment implanté dans son territoire. Hein. Il connaît plein de choses. Et puis il fait partie de ces gens dont quand on les côtoie, on devient intelligent. Hein, c'est bien ça? C'est bien. Ah, c'est sympa. D'ailleurs, tu proposes avec lui un spectacle qui s'appelle Ma Petite Mimi, qui est autour de la Grande Guerre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? De quoi parle ce spectacle, outre qu'il parle de la Grande Guerre? Ouais. Et à qui s'adresse-t-il? Apparemment, il s'adresse quand même à un assez large public. Donc voilà, quelle est votre démarche sur ce spectacle? Alors, La Petite Mimi, c'est vrai que là, en ce moment, on est en plein dans les commémorations diverses et variées. On en a encore peut-être pour 4 ans, mais bon. Bon, La Petite Mimi, c'est l'histoire de deux personnages, un Français et un Allemand. Et on avait envie de parler de la guerre, de la Grande Guerre, la guerre 14-18. Non pas de façon un peu... comment je pourrais dire, voire même patriotique ou dramatique ou sanglante. On avait plutôt envie de faire parler les petites gens autour de cette guerre et de se dire que si on... je veux pas dire qu'on l'aurait évité, mais bon, si on s'écoutait tous un petit peu, peut-être qu'on aurait pu éviter ça. On avait envie de faire parler les petites gens, mais pas de façon pathos et pathétique, mais plus sur les valeurs humanitaires et humanistes qu'on peut trouver en chacun. Et voilà. Donc c'est dans ce spectacle, dans cette racontée, il y a un pigeon, il y a un rat, il y a 2 soldats, enfin il y a tout un tas de personnages qui traversent cette période-là. Alors, on n'a pas voulu non plus la faire en ayant trop de repères chronologiques en disant voilà, à tel moment c'est Verdun, là c'est ceci, ça c'est cela, parce que bon, tout ça c'est déjà dit dans les livres d'histoire. Non, on avait plus envie, de faire parler les gens, qu'est-ce qui se passe. En plus, on a un petit côté musical qui nous intéresse bien parce que c'est une époque où on utilisait beaucoup la musique pour embrigader les gens, et notamment La Petite Mimi qui est sur l'air de la tankinoise, la tankinoise. Mais là, ça parle pas du tout d'une tankinoise, mais ça parle d'une petite Mimi ma mitrailleuse. Hein. Donc des proches, il avait déjà chanté en son temps. Bon, c'est une chanson un peu spéciale, un peu amère, un peu acerbe, mais bon, ça montre aussi quelle sonnerie la guerre, quoi. Est-ce que d'ailleurs c'est une question que j'avais oublié de te poser avant que tu racontes ta deuxième histoire. Comment on devient conteur? Tu nous as dit les premières fois que tu racontais. Est-ce que tu as suivi des formations lesquelles je vais pas te demander tout ton curriculum vitae, mais est-ce que tu as des formations qui t'ont marqué particulièrement, des conteurs qui t'ont marqué? Alors la formation, ma première entre guillemets formation ou stage que j'ai pu faire, il m'a vraiment marqué, c'était avec Jean-Claude Després. Excellent. Avec Jgut, comme on dit. Hein. Avec Jgut dans un petit village. Alors lui, c'est un géographe, un historien, enfin bon, et puis c'est un grand monsieur. Et quand il commence à parler de la guerre, alors là, faut pas le brancher là-dessus parce que ça peut durer des heures et des heures et des heures, il peut plus s'arrêter. Jgut, il proposait un stage organisé par, devine, les foyers ruraux. Et c'était un stage de conte qui parlait de l'environnement et puis de comment on peut utiliser son environnement proche et puis qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce qu'on peut en raconter. Et ils nous ont emmenés dans des endroits pas possibles là, du côté du Quelier.
Et puis, nous, d'inventer, et de construire et de raconter des histoires. Et dans ce stage, il y avait Jacques Falampin, Maureen, Régine, Sarmouk. Tout ça, ce sont des noms de conteurs régionaux et puis un peu moins régionaux. Mais c'est des gens vraiment avec qui j'ai commencé à raconter grâce à ce stage. Et ce stage, il m'a vraiment, vraiment marqué. Enfin, marqué dans le bon sens du terme. De par cette... Le principe du stage, c'est aussi une rencontre. Et là, ça m'a permis de rencontrer aussi d'autres gens qui étaient dans une démarche de conteur débutant, avec un conteur déjà bien chevronné. Et tout ça, ça fait que pendant 5 jours, on a l'impression d'être les rois du monde. Et puis, on n'a pas envie que ça s'arrête. Et puis, malheureusement, le stage, il s'arrête. Alors, après, on se dit, c'est rien, on en fera un autre. Et puis, un autre, en fait, dans le coin, il faut quand même dire que les foyers ruraux, ils proposent souvent des stages. Et c'est bien intéressant. Alors, j'en ai fait d'autres avec Gigi Bigot, Didier Kowarski, Suzanne Akinezer, avec plein de gens comme ça. Mais plus que le stage, moi, ce qui m'importait et ce qui m'intéressait, c'est la rencontre. Parce qu'en fait, le conte, c'est aussi l'art de la rencontre. D'ailleurs, je crois que toi-même, tu te fais passeur maintenant. Oui. Il me semble-t-il, tu animes encore un atelier. Destiné aux amateurs. Est-ce que rapidement, tu peux nous en dire un mot parce qu'on va devoir rendre l'antenne, comme on dit. D'accord. Alors ça se passe à Aire-sur-la-Lys, au centre intergénérationnel d'Aire-sur-la-Lys. Un atelier, on peut l'appeler un atelier de parole. Tous ceux qui ont envie d'utiliser l'oralité, d'utiliser leurs paroles, sont invités à cet atelier. Et c'est intergénérationnel, c'est-à-dire que ça va du plus jeune au moins jeune. Et là, on a en ce moment, on est sur 6-7 personnes. Il y a 2 ans, on était plus nombreux. D'ailleurs, si vous avez envie de vous frotter et puis de raconter des histoires et puis de savoir un petit peu comment on peut le faire, et tout ça dans une ambiance conviviale et puis sans critiques acerbes ni quoi que ce soit, vous pouvez venir le mardi soir de 18h à 20h30 au centre intergénérationnel d'Aire-sur-la-Lys. Et là où il y a 2 conteurs amateurs, peut-être même très amoureux, en tout cas du conte, Jean-Yves Vincent et moi-même, qui pourront vous chaperonner, vous aider et puis vous rencontrer d'autres personnes. Ok, on retrouve toutes tes infos sur ton site, je le donne, patrick.saulnier.pageperso-orange.fr. Oui. Patrick, je te remercie. Oui, c'est bien, merci, mais c'est moi qui te remercie. C'est un peu à la hussarde, un peu. On est arrivé au bout, voilà, ce fut bien. Merci. Et puis à la suite maintenant. À bientôt, au mois prochain.